Bien, bonjour à toutes et tous et bienvenue à cette séquence Métiers de demain. On va parler agriculture. Je suis Estelle Brisset, je suis très heureuse de vous accompagner tout au long de ces pastilles Métiers de demain qui sont disséminés dans ce programme si riche et si dense du Forum Le Monde Nouveau, un événement organisé par le groupe La Dépêche et qui se veut être un accélérateur des transitions écologiques, économiques et sociales en territoire. Alors, ces séquences métiers de demain, Kesako, l'idée, c'est de réfléchir ensemble face à ce contexte mouvant, face à cet océan d'incertitude dans lequel nous naviguons tous, c'est de réfléchir ensemble à ce que seront les métiers de demain. Et quand on dit métier de demain, on a plutôt tendance à penser high-tech, conquête spatiale, robotique. Alors bien sûr, on a parlé numérique, par exemple, hier au Forum du Monde Nouveau. Mais on se dit ici que les métiers de demain, ce sont peut-être des métiers qui existent aujourd'hui, mais qu'on a besoin de redécouvrir et de revaloriser. Les métiers de demain, ce sont peut-être des métiers qui existent aujourd'hui, mais qui ont besoin d'évoluer, de s'adapter, de se transformer, de devenir des métiers plus durables, de faire mieux plutôt que plus, des métiers ancrés dans les territoires, qui remettent l'humain et la nature au cœur, des métiers qui sont porteurs de sens. Et puis, ces séquences, elles s'adressent bien sûr aux jeunes, mais pas que, parce qu'on vit dans une société où tout bouge, on a des envies de changement, des besoins de reconversion professionnelle. Et donc, ces pastilles, c'est aussi peut-être pour créer des vocations, donner des idées de changement et contribuer tous à la construction de ce monde nouveau. Et alors là, la construction de ce monde nouveau, elle va passer par l'agriculture de demain, dont on va parler donc avec vous, Vincent Nouriga. Alors, vous êtes président de l'association Les Marchés Paysans de l'Hérault, qui promeut l'agroécologie et développe des marchés paysans locaux et des drives fermiers. Juste avant vous, on était avec Salomé Géraud, on parlait du drive tout nu, drive zéro déchet. Donc vous mettez en place des drives fermiers. Puis vous êtes également co-responsable du réseau Impact Occitanie, qui est un vivier d'initiatives pour une agriculture citoyenne et territoriale. Alors, l'agriculture de demain, ici, en tout cas au Forum Le Monde Nouveau, Maxime de Rostolan le disait hier, ici même, à cette place, il semble que ce soit l'agroécologie. Mais alors, qu'est-ce que l'agroécologie? On en parle beaucoup, mais on ne sait pas forcément bien ce que c'est. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, Vincent Nouriga, ce qu'est l'agroécologie? Alors, je vais essayer d'expliquer. Je ne vais pas vous expliquer ce que c'est que l'agroécologie, je vais vous expliquer qu'est-ce que c'est que notre vision de l'agroécologie. Parce que l'agroécologie, on la met à toutes les sauces. Le ministre de l'Agriculture, un des ministres agriculture précédents, nous avait parlé d'agroécologie productive. Bon, voilà, pour nous c'était un peu antinomique. Bon. Oui, alors, oui, voilà. Effectivement. L'agroécologie paysanne, c'est un ensemble de pratiques qui part du milieu local, globalement, et qui vise à faire émerger une agriculture sociale écologique ancrée dans les territoires, rémunératrice et maîtrisée par les acteurs qui la conduisent. Ça fait rentrer tout un tas de disciplines qui vont de l'anthropologie, l'économie, l'écologie politique. Voilà. Et en fait, c'est une approche globale qui permet pour l'application de principes agroécologiques. Alors, j'ai pris la définition de mon ami Michel Pembert, qui est un dirigeant du Centre pour l'agroécologie, l'eau, la résilience à l'Université de Coventry en Angleterre, avec lequel j'ai eu la chance de travailler sur un programme de recherche-action en 2016. Qui lui, alors l'a défini avec 4 critères. J'ai choisi lui parce qu'il n'y avait que 4 critères, sinon on peut se référer aussi aux 10 critères de l'agriculture, de l'agroécologie paysanne qui sont promus par l'ADEAR. Enfin, tout ça, ça se recoupe parce que, bon, on est de toute façon dans le même réseau. Donc lui, il dit, c'est une nouvelle modernité et identité paysanne qui replace au cœur de l'activité agricole sa vocation à produire de la nourriture. Ce que je disais ce matin sur le grand débat sur l'alimentation, c'est qu'il faut qu'on sorte l'agriculture de la production de PIB. L'agriculture n'est pas là pour produire du PIB, elle est là pour produire de la nourriture. Donc voilà, pour nous, c'est l'orientation des politiques d'aide publique, de la PAC, etc., qu'il faut qu'on arrive à modifier. Parce que pour le moment, l'agriculture est axée sur l'exportation surtout et sur les productions de gros volumes.
Et bon, nous, ce n'est pas tout à fait les objectifs qu'on a. La deuxième chose, c'est des systèmes circulaires appliqués aussi à l'échelle d'une ferme, avec le bouclage des cycles carbone, eau, azote, phosphore, ainsi qu'à l'ensemble du système alimentaire. Une économie coopérative qui favorise les filières alimentaires courtes et réduit la dépendance vis-à-vis du marché mondial. Et enfin, la démocratisation de la gouvernance, aussi bien dans la recherche agricole que dans les systèmes alimentaires relocalisés. Et nous, c'est ce qu'on fait à l'intérieur du réseau Impact, par exemple. On a mis en place le 23e marché de la ville de Montpellier, au mois de février sur le quartier des Aubes, là juste en bas, qui est un marché qui est autogéré par des associations et par les producteurs. Nous, c'était important qu'on rentre avec cette approche. Sur l'agroécologie, on a aussi beaucoup travaillé, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a quelques années, il y avait le mois de l'agroécologie qu'on avait lancé avec Isabelle Touzard, la vice-présidente à l'époque, je ne sais plus ce qu'elle était. Vice-présidente à l'agriculture, l'agroécologie, à l'agriculture et l'alimentation, ouais. Je crois que c'était. Et voilà, maintenant, elle est vice-présidente à l'agroécologie, donc déjà le mot est... Et l'objectif n'est pas tout à fait le même. Et on avait démarré ça en disant qu'est-ce que vous entendez, vous, par agroécologie? Alors on avait rédigé un manifeste, j'en ai un exemplaire là, s'il y en a qui veulent le consulter. On a rédigé un manifeste et nous on a dit, voilà, si vous voulez travailler selon ces critères, on est d'accord, on travaille avec vous. Ce que... la métropole avait accepté à l'époque. Et voilà, donc on avait démarré le mois de l'agroécologie sur ces bases-là. Alors c'est intéressant parce qu'on comprend qu'il y a effectivement un volet environnemental, économie circulaire, il y a un volet social aussi de gouvernance, et puis il y a l'objet même de l'agriculture qu'on a tendance à oublier, comme vous le dites, c'est qu'effectivement c'est produire de la nourriture, et cet objet-là il existe depuis la nuit des temps. Alors même si on est dans une séquence métier de demain, c'est un métier ancré dans l'histoire, l'agriculture, et c'est aussi intéressant un petit peu de rappeler cette histoire de l'agriculture. Alors, l'histoire de l'agriculture, je ne suis pas historien, je ne vais pas rentrer trop dans le détail. Je vais vous sortir les grandes lignes et pour voir un peu où c'est qu'on en est arrivé, comment on en est arrivé maintenant à l'agriculture industrielle qu'on a à l'époque, maintenant. La France a toujours été un métier agricole, donc ça on le sait depuis la préhistoire, le Moyen-Âge, il y avait les serfs, il y avait... l'époque où les agriculteurs devaient, à mon avis, représenter au moins 90% de la population. Et puis après, au fur et à mesure, jusqu'à la Première Guerre mondiale, on avait une population majoritairement agricole. Agricole parce que habitant dans des territoires et avec des métiers rattachés à la terre. Ce qui a un peu changé les choses, c'est la Seconde Guerre mondiale. La Première Guerre mondiale, d'abord, a bousculé énormément les choses. Il y a eu des effets totalement négatifs, comme les énormes dégâts dus aux morts, à la mortalité qu'il y a eu pendant la guerre. C'était surtout des paysans et des ouvriers. En effet positif, on peut dire que les femmes ont réussi à prendre une place qu'elles n'auraient peut-être pas eue s'il n'y avait pas eu ces événements-là, aussi bien en agriculture que dans l'industrie. Ça leur a permis de trouver une place parce que tous ces hommes qui étaient au front, ils ont été remplacés par des femmes. Ça, il ne faut pas l'oublier. Et puis, au sortir de la guerre, il y a eu la reconversion de l'industrie de guerre. C'est-à-dire qu'avec l'industrie des explosifs, on est passé sur les engrais. Avec l'industrie, la mécanisation, les chars, etc., il y a des chars qui ont été transformés directement en matériel agricole. Et on a entamé, au sortir de la guerre, une espèce de révolution, parce que comme le territoire était complètement dévasté, il fallait absolument nourrir la population. Et là, donc, on a démarré la production, on a organisé la production agricole qui, avant, ces organisations-là n'existaient pas. C'était des exploitations, des petites fermes. On avait tout un réseau de petites fermes avant la Première Guerre mondiale. On avait, à part dans certains endroits, on avait très peu de grandes exploitations. Donc là, on a amené la rationalisation, on a amené les engrais, on a amené toutes ces
voilà, toutes ces nouvelles techniques. Et on a dit, c'est ça l'agriculture moderne. Alors moi, quand j'étais à l'école, parce que j'ai commencé par le lycée agricole, et le lycée agricole, on me disait, ben, c'est pas difficile pour faire pousser des plantes, azote, phosphore, potasse. Voilà, vous avez ces 3 éléments. Voilà, imaginez un vase. S'il y a un endroit où il y a une brèche, ça veut dire qu'il manque un peu de potasse, donc vous n'allez pas arriver au résultat. Donc il faut compléter en potasse. Voilà. On ne m'a jamais parlé ni du système. On m'a parlé au niveau de la tenue du sol du complexe argilo-humique, mais le sol était décrit en tant que substrat. C'était pas un milieu vivant. Voilà. Et il a fallu que j'attende que l'expérience professionnelle, etc. Et me dire, mais bon, ça, on ne m'a jamais parlé du sol, ni de micro-organismes, ni microbiote du sol, voilà, on m'en a jamais parlé de ça. Et bon, après, j'étais pas spécialement dans la culture, j'étais plutôt dans le machinisme agricole. Alors, ce qu'on nous apprenait, c'était à gérer une entreprise, mais il fallait qu'on sache quand même de quoi on parlait. Donc, voilà. Voilà pour un peu l'histoire. Et puis, donc, on est arrivé à cette mécanisation et cette production de volume, puisque c'est ça qui était recherché. Et au bout d'un moment, justement, on est arrivé à une limite en utilisant ces fameux complexes NPK, azote, phosphore, potasse, puisqu'on a créé des faiblesses dans les végétaux. Et à ce moment-là, la science est arrivée en disant, mais nous, on a la solution, on a les pesticides. Donc vous avez des céréales qui versent parce qu'il y avait trop de potasse, parce qu'il y avait, il y avait des éléments, il y avait des ravageurs, puisqu'on est passé en monoculture. Avant, on était beaucoup en polyculture, et comme je vous ai dit, on avait des petites surfaces, donc les contaminations étaient nettement moindres, et on avait moins cette problématique. On est passé en monoculture, c'est des immenses espaces. Et là, en monoculture, ce qui se passe systématiquement à chaque fois, c'est que quand il y a un ravageur qui s'installe, il a le champ libre. Il n'a pas de concurrence, et puis il a tout un terrain à lui tout seul. Donc la chimie est arrivée en disant, ben, nous, on a la solution, on va vous fournir les pesticides. Donc les pesticides, ça a très bien marché. Les années 70, c'était formidable. Voilà, on mettait des engrais, on mettait des pesticides. Et derrière, le complexe agrochimique se mettait en branle petit à petit pour proposer des produits et continuer à faire du business, en gros. Pour simplifier la chose, c'était on a démarré une financiarisation de l'agriculture à partir de là. Et puis on s'est aperçu qu'avec ces grosses productions, justement, on pouvait faire de l'export. Donc c'est là qu'on a tourné un peu l'agriculture française vers l'export, avec la naissance de l'Europe, avec les marchés qui se sont ouverts. Et donc on est passé sur l'agriculture à grande échelle, voilà, dont on voit les limites maintenant. Puisque maintenant, on a une agriculture chimique qui n'est plus soutenable, parce qu'elle détruit trop, elle détruit les hommes, elle détruit les milieux, elle détruit... Mais c'est effectivement intéressant de retracer un peu, merci beaucoup Vincent Nourigat, de retracer cette histoire, parce qu'on oublie un petit peu comment on est arrivé aujourd'hui à ce modèle plus business et chimique, entre guillemets, d'une agriculture industrielle. Alors, si on essaye de continuer à écrire l'histoire avec vous, et puis on espère de sortir de ce cercle un peu négatif que vous venez de décrire, quelle sera l'agriculture de demain et comment vont se transformer les métiers de l'agriculture? On va essayer de rêver un peu. Alors là, c'est une vaste question. Je ne suis pas devin, donc on ne peut faire que de la prospective. Les métiers de demain, de toute façon, ce qui va changer, c'est les orientations politiques qu'on va mettre derrière. Voilà, donc moi, sur le débat de ce matin, j'ai essayé de rentrer un peu du politique, parce que quand on nous dit les gens, ils vont manger bio, les agriculteurs, ils vont passer à la bio, tout le monde va être, le monde va être tout beau, tout bien, mais ça, c'est une fable. Si on n'a pas derrière des politiques pour appuyer ces changements, on n'arrivera jamais. Ce n'est pas le marché qui va changer de lui-même. Le marché, c'est le marché. Il ne faut pas attendre des miracles. Si on ne le force pas, on va continuer à aller dans le mur. Donc, cette proximité avec les consommateurs, ça implique d'avoir des pratiques vertueuses de toute façon.
En tant que acteur, on est responsable de ce qu'on achète, de toute façon, même si c'est pas à nous de porter toute la culpabilité de la population, de la malbouffe, etc. On n'est pas coupable, on n'a pas forcément les moyens de faire, d'acheter bio tous les jours, et voilà. Il y en a qui, il y en a qui peuvent se le permettre, il y en a qui ne peuvent pas, qui n'ont même pas accès aux plus mauvais qu'on a dans les supermarchés, quoi. Donc ça suppose de penser son système de culture. Alors ce que j'ai pas eu le temps sur le débat d'expliquer ce matin, c'est quand on parle des externalités, quand on parle des gaz à effet de serre, quand on parle de la pollution du secteur agricole, il faut qu'on voit de quelle agriculture on parle. Voilà. Si j'ai commencé à parler sur l'agroécologie, c'est le modèle qu'on défend. Je pense que c'est le modèle de demain. C'est-à-dire que nous, on a des agriculteurs qui séquestrent du gaz carbonique plutôt qu'ils n'en produisent. Ils en séquestrent davantage qu'ils n'en produisent. Ils sont très peu mécanisés. Ils ont des cercles, des rotations de culture, ils ont de la polyactivité. Et pour moi, c'est ça l'agriculture de demain. C'est pas, j'imagine pas, moi, des milliers d'hectares avec des machines qui fonctionnent tout seuls avec des satellites. Ça, c'est l'utopie. C'est l'utopie, c'est continuer dans le monde actuel et c'est aller droit dans le mur. Ce qu'il faut, c'est que les fermes soient un peu plus autonomes. Voilà, les agriculteurs actuellement, qu'ils soient producteurs ou éleveurs, ils transforment, ils sont impliqués dans des filières, dans le territoire, et ils ont énormément d'interactions avec leur environnement, en fait. Voilà, donc on va vers... il faut qu'on arrive vers davantage d'emplois sur l'agricole, et qu'on arrive à rendre ces emplois un peu plus attrayants. Ça, c'est pas forcément évident, mais parce que le travail du sol, c'est un travail dur, mais il y a d'autres travaux qui sont durs. Voilà, le travail d'infirmière, il est dur aussi. Voilà, il y a le travail de routier comme j'ai fait aussi. Voilà, il y a beaucoup de travaux qui sont durs. L'agriculture, c'est pas plus difficile. C'est vrai que c'est assez physique. On est dehors, on est soumis aux aléas du climat. Mais bon, je pense qu'il y en a quand même un assez fort retour à la nature de jeunes qui veulent s'installer et qui veulent vivre dans le milieu naturel. Voilà, donc ça, c'est intéressant. Il y a aussi un retour, donc j'en ai parlé tout à l'heure, des femmes. Les femmes, c'est 1 demi-million des actifs agricoles. C'est 24% des chefs d'exploitation. C'est 26 000 associés et 409 000 salariés agricoles. Voilà. Donc la population se féminise aussi beaucoup. On a dans les réseaux qu'on accompagne, on accompagne de plus en plus et on est quasiment à égalité avec les hommes sur les installations de femmes par rapport à des installations d'hommes comme chef d'entreprise. Et alors justement, alors je ne sais pas si c'est les femmes qui vont permettre de résoudre les éventuels problèmes de main-d'œuvre que vous rencontrez, mais sur ce volet social aussi, on entend régulièrement un manque de main-d'œuvre. Quelles seraient les solutions? Alors il y a un problème d'attractivité, mais il y a aussi un problème de main-d'œuvre. Il y a un problème d'attractivité, mais on s'aperçoit quand même que le retour à la campagne, on a beaucoup de citadins qui retournent à la campagne. Bon, ça prouve qu'il y a quand même de la qualité de vie dans le milieu rural. Ensuite, bon, je pense, l'agriculture, ce que j'ai dit, moi, c'est un métier d'avenir. Hein, je pense qu'on va arriver, on va passer ce cap et je pense qu'on va réussir bon, ce qui se passe actuellement nous donne raison de toute façon. Donc, je pense qu'on va arriver à franchir le pas. Le côté politique de nos associations, c'est d'arriver à faire changer, voire à se passer de la politique agricole commune. Ce que je disais ce matin, c'est 70% des revenus des agriculteurs, c'est la PAC. C'est pas ce qu'ils produisent. Donc là, il y a quand même quelque chose qui ne va pas. Et la PAC, elle n'a pas du tout
tenu ses objectifs qui étaient au départ de fournir une alimentation de qualité. En fait, elle a été complètement dévoyée et voilà ce que je disais ce matin, c'est qu'il y a même des agriculteurs qui partent pas à la retraite, qui vont continuer jusqu'à ce que vraiment jusqu'à ce qu'ils puissent plus être chef d'exploitation, parce que s'ils s'arrêtent, ils perdent ces aides de la PAC, et s'ils perdent ces aides de la PAC, ils n'ont plus de revenus. Parce qu'ils ont fait tellement d'investissements que, où ils vendent le domaine, s'ils arrivent à le vendre, s'ils ont un domaine, et s'ils ont quelque chose qui a de la valeur, ou alors ils n'ont plus de revenus. Donc ça, c'est une orientation qu'il faut qu'on arrive à... Voilà, c'est un cap qu'il faut qu'on arrive à passer. Voilà, donc c'est pour ça qu'on est assez incisif sur le côté politique. Voilà. Mais on a l'impression quand même qu'il y a une prise de conscience. On parle de plus en plus de ce besoin de la juste rémunération des agriculteurs. Ce matin même, ici, à votre place, on était sur une thématique sur les métiers de la RSE. Donc on avait le responsable RSE de Lidl, donc grande distribution. On peut effectivement éventuellement diaboliser, mais c'était intéressant parce qu'il nous disait aussi que dans ses rapports aux fournisseurs, ça faisait partie des critères qu'ils mettaient en place maintenant et de privilégier la juste rémunération des agriculteurs. Et ça, on a l'impression que c'est un sujet qui émerge depuis quelques années, dont on ne parlait pas beaucoup avant et qui a cette prise de conscience. Mais est-ce que ça, c'est une vision de l'extérieur, mais vue de l'intérieur, est-ce que les choses changent ou pas ? C'est énormément de la communication quand même. La loi, on s'aperçoit que la loi Egalim qui était censée lisser ces différences n'a pas joué son rôle. C'est beaucoup d'effets d'annonce quand même, et puis c'est de l'opportunité. C'est de l'opportunité économique, parce que quand vous avez une grande surface, si vous dites, voilà, moi, ça c'est mon paysan qui me fournit, c'est un peu le cache-sexe. Pour moi, c'est le cache-sexe de la grande distribution. C'est-à-dire que, voilà, moi, j'ai mon groupe de paysans, regardez, mais derrière, il y a tout ce qui vient de l'autre bout du monde, ce qui vient de Chine, tous les produits que je vends. Voilà, donc je suis... Bon, après, j'écoutais tout à l'heure le représentant de chez Lidl, justement, qui disait, voilà, nous, on recycle tout, on ne met pas aux ordures. Oui, d'accord, mais d'un autre côté, ils valorisent un déchet. C'est pas totalement altruiste non plus. Faut pas, voilà, faut avoir la vision des deux côtés quand même. Oui, ces gens-là, ils font, voilà, ils font ça parce que ils sont plus ou moins obligés. Quand on prend par exemple l'aide alimentaire, la banque alimentaire est alimentée parce que les grandes surfaces donnent leur surplus alimentaire, qui sont le plus souvent des produits en fin de vie, qui vont plus pouvoir vendre. Ils défiscalisent dessus, parce que voilà, ils déduisent ça de leurs frais. Donc pour eux, c'est tout bénef. Et en plus, ils n'ont pas d'argent à mettre pour la destruction de ces produits. Sinon, ils seraient obligés de les détruire. Donc, ils les donnent à la banque alimentaire. Après, quand c'est périmé, c'est la banque alimentaire qui se démerde pour gérer les déchets qui sont invendables. Eux, ils balancent ça. Et ça, c'est une grosse problématique qu'on rencontre, nous, quand on fait aussi le travail on travaille sur la sécurité sociale et alimentaire, de l'alimentation, je préfère plutôt que la sécurité sociale et alimentaire. On s'aperçoit, par exemple, le Secours catholique ne veut pas travailler avec la banque alimentaire parce que les produits, d'abord, ça manque de produits frais, et puis les produits sont de mauvaise qualité et totalement en bout de course, et ça, en général, ça génère plus de déchets. Voilà, donc la nouvelle orientation, c'est de travailler avec les agriculteurs et de trouver les moyens de les rémunérer correctement. Alors, il y a une autre chose qui peut sembler un petit peu paradoxale, puisqu'on est toujours sur cette thématique des métiers de main, c'est qu'on a l'impression que finalement, les métiers de main de l'agriculture, c'est plus un retour à la nature et au vrai, et qu'en même temps, on peut aussi bénéficier quand même de ces nouvelles technologies. On parle d'agriculture connectée, etc. Comment est-ce qu'on trouve un bon équilibre entre cette idée de retour à la nature, de sortir un peu de ce cycle industriel, chimique, et puis en même temps peut-être de bénéficier quand même d'innovations qui existent et qui peuvent faire progresser les pratiques? Pour parler un peu plus généralement, les agriculteurs innovent depuis la préhistoire. Donc l'innovation, elle est là tous les jours dans les champs, quand on regarde bien. Après, on nous parle maintenant d'agriculture connectée, de robots. Les robots, c'est quand même un progrès. Vous allez voir un éleveur. Moi, j'ai travaillé dans une ferme ovine où on trayait les brebis à la main.
Donc l'avènement de la machine à traire, quand même, ça soulage énormément l'agriculteur. Hein. Quand vous avez 4 ou 5 vaches à traire, ça va. À la main, on s'en sort. Les vaches, de toute façon, c'est une contrainte. Donc la traite, c'est une contrainte de plus, mais il faut la faire. Quand vous avez 60 ou 100 bêtes, c'est pas tout à fait la même chose. Après, moi, je suis pas opposé à la technologie dans les champs, mais je pense qu'on a besoin d'une désescalade technologique, parce que cette technologie, il faut la remettre à l'échelle humaine. On va pas faire tourner des tracteurs autonomes, toujours le même modèle, hein, sur des dizaines d'hectares, un tracteur qui va tourner tout seul jour et nuit pour appliquer des traitements, pour labourer. Voilà, nous, cette technologie, c'est pas ça qui nous intéresse. Nous, la technologie, c'est la technologie, pourquoi pas d'outils à main. Moi, je mets en avant le travail, par exemple, de l'atelier paysan. L'atelier paysan, c'est un groupe d'agriculteurs qui ont décidé de définir comment on définit nos outils dont on a besoin. C'est ce que j'ai travaillé, moi, un peu au lycée agricole. Je vous ai dit que j'étais en machinisme agricole. On avait des exercices aussi comme ça, comment on définit un outil et comment on le pense. Voilà, on avait des exercices, pensez à... Voilà, vous avez ça comme problématique. Oui, que ce soit l'utilisateur, en plus, qui définisse l'outil. Voilà, tout à fait. Et l'atelier paysan, eux, ils ne fabriquent pas du matériel, ils fournissent des plans. Voilà, donc, et les plans, ils sont évolutifs. Il n'y a pas de brevets qui sont déposés dessus. Voilà. Vous avez une machine. On avait présenté je crois que c'était en 2017, à la grande foire de l'agriculture paysanne, au Pouget, un tracteur à assistance électrique, à pédale. Donc vous aviez un porte-outil, un petit porte-outil avec 4 roues de vélo qu'avait développé l'atelier paysan et qui était un porte-outil qui était très intéressant. Parce que ça permettait d'alléger le travail. Avec ça, le maraîcher faisait au moins le double de travail et avec la fatigue en moins. Voilà. Et puis le travail de ces outils, voilà, il est complètement évolutif. C'est-à-dire que vous allez avoir le plan, vous pouvez regarder sur Internet, hein, vous tapez l'atelier paysan, vous allez avoir accès à tout un tas de plans. Et ces plans, vous pouvez les modifier et les adapter suivant ce que vous voulez faire. Voilà. Il y a des bâtiments, il y a des poulaillers, il y a des outils agricoles, il y a ce fameux bicitractor qu'ils appellent l'agrozouk. Voilà, donc il y a tout ce matériel. Voilà, ça pour moi, ça c'est la vraie technologie, c'est les technologies humaines au service de l'humain. C'est pas l'agriculture ne doit pas servir de laboratoire technologie à l'industrie. C'est pas la technologie pour la technologie, mais il faut qu'il y ait une vraie utilité. Alors je voudrais juste, avant de passer éventuellement le micro à la salle, revenir, on a évoqué rapidement ce problème peut-être de recrutement, d'attractivité ou de main-d'œuvre, et je sais que vous avez des projets justement, et qu'une des possibilités, ce serait des projets pour offrir du travail, en tout cas travailler avec des migrants. Oui. J'aimerais que vous nous en disiez un mot. Alors là, je ne vais pas rentrer dans le détail non plus parce que c'est c'est le CIVAM qui est une des associations adhérentes au réseau Impact Occitanie qui a développé ça. Notamment, j'ai un dossier de 50 pages là, sur cette agriculture, sur différents territoires. Les migrants, le problème qu'il y a de mettre des migrants en agriculture, c'est le même problème qu'on avait rencontré ici au début du confinement quand on cherchait du personnel agricole. Je ne sais pas, nos ministres s'étaient imaginé que les gens allaient se ruer dans les champs pour aller ramasser. Oui, il y avait même une plateforme, on pouvait s'inscrire pour. Qui a été un fiasco complet parce que d'abord, ces métiers sont très mal rémunérés. C'est des métiers qui sont, on l'a évoqué tout à l'heure, qui sont assez ingrats. Et parmi les migrants, ne faut pas s'imaginer que les migrants qui viennent en Europe, c'est pas les plus pauvres, c'est pas les paysans, enfin c'est très peu les paysans, c'est très peu des petits ouvriers. En général, ce sont des cadres, ce sont des ingénieurs, ce sont des gens qui ont fait des études, et c'est des gens qui ont eu les moyens de partir. Alors c'est pas la totalité, évidemment, de ces gens.
Il y a heureusement d'autres qui arrivent à sortir. Mais la plupart, c'est ça. Et leur offrir, quand vous avez un bac plus 4, ou un équivalent bac plus 4 dans un autre pays, vous voir offrir un travail à la ferme, c'est pas évident. Il y en a qui le font bien volontiers parce que de toute façon, il faut vivre, il faut s'intégrer dans le nouveau pays dans lequel on est arrivé. On a tout un tas de difficultés et bon, par exemple, on a fait une assemblée générale avec les CIVAM sur un foyer dans le Ségala, dans l'Aveyron, à côté de Cordes, où ils ont fait un travail avec les migrants, où ils ont réussi à rentrer et à faire embaucher des migrants, parce que, attendez, j'avais noté un truc quelque part, il faut que je le retrouve, où je l'ai mis. Je l'ai mis où? Parce que ça, c'est pas tout à fait mon domaine, donc il m'a fallu le travailler hier soir jusqu'à minuit. Effectivement, je vois que vous avez travaillé, on a chacun nos fiches, on a chacun travaillé, on a préparé. Bon, je me rappelle plus où c'est, mais un migrant, quand à partir du moment où il a ses papiers, il est reconnu immigré, où il est reconnu officiellement, il a le droit de travailler. Donc on a essayé de développer, enfin le CIVAM a essayé de développer, de voir comment on arrivait à embaucher. Et on s'aperçoit qu'on arrive à faire des embauches assez intéressantes, les endroits où il y a une dynamique de terrain. C'est-à-dire quand on parle de dynamique, c'est les endroits où il y a... comme ici, notamment ici sur Montpellier, où on a le réseau Impact 34, qui est une déclinaison locale de Impact Occitanie, où il y a une dynamique d'acteurs qui sont impliqués, qui ont l'habitude de travailler ensemble. Et à partir de ce moment-là, on arrive à trouver, puisqu'on travaille en réseau, donc on arrive à intégrer ces gens davantage dans davantage de milieux, on arrive à les faire rentrer, on arrive à leur trouver du travail. On arrive à les former aussi, parce qu'il y a aussi un gros effort de formation. Voilà. Alors, juste pour conclure, on vous sent très passionné, très engagé par tous ces sujets. Si je puis me permettre une question un petit peu plus personnelle, quel a été votre parcours? Comment vous en êtes arrivé à tous ces engagements? Bon, alors, je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai commencé... je suis sorti assez vite du circuit éducatif pour passer sur l'agricole. Donc je suis rentré assez tôt dans le lycée agricole. J'ai fait une année ici à Montpellier en paysagisme et après je suis parti en machinisme agricole dans la Drôme, à l'Île-sur-Sorgue, où j'ai passé mon brevet, mon BEPA de machinisme agricole. Et après, en rentrant sur Montpellier, j'ai travaillé à la coopérative d'utilisation de matériel agricole de Moggio, ce qui m'a permis aussi d'appréhender aussi beaucoup de cultures. J'ai découvert là-bas l'élevage, j'ai trouvé l'arboriculture, la viticulture. La viticulture que je connais, puisque mon père n'était pas viticulteur, même mon grand-père l'était, donc on avait des vignes à Montagnac. J'ai une partie de la famille qui était viticulteur, qui était agriculteur. Et puis, moi, j'ai travaillé personnellement dans l'élevage sur la Salvetat. J'ai un peu touché à tout en agriculture pour voir un peu tâter le métier parce que je voulais faire ça. Et puis, je vais essayer de vous laisser deviner où c'est que je suis passé après. À votre avis, quel est le métier que j'ai fait pendant 40 ans? Si vous avez suivi, vous l'avez cité très brièvement tout à l'heure. Voilà. Moi, je sais, mais... Voilà, j'ai fait 35 ans de route. Voilà, quand j'ai eu ma fille, voilà, c'est bien, vous avez suivi. Quand j'ai eu ma fille, c'était dans les années 80, il fallait faire bouillir la marmite. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? À l'époque, j'étais rentré à Montpellier, j'étais plus sur la ferme et j'étais au chômage, donc j'ai profité des allocations de chômage pour passer le permis poids lourd. Ce qui n'était pas ma vocation au départ, j'avais pas décidé de faire ça. Et ma fille est née, il fallait faire bouillir la marmite. Donc, j'ai eu le lendemain que j'avais le permis, j'étais embauché. C'était à l'époque où on n'avait pas de soucis, donc j'ai commencé, j'ai fait un peu d'international, j'ai travaillé, j'ai changé
j'ai changé en fait que 2 fois de boîte. Mais qu'est-ce qui vous a ramené alors à l'agriculture? Alors, on revient au terroir. Voilà. Bon, après, j'ai travaillé donc jusqu'en 2018, jusqu'en 2013, pardon. En 2013, j'ai été mis à la porte parce que j'étais inapte au travail, parce que le travail m'avait démoli. D'abord, au départ, c'était la conduite de matériel agricole qui, comme vous le savez, est très confortable maintenant, mais à l'époque, ce n'était pas le cas. Et puis, la conduite des camions, j'ai le dos bousillé de là jusqu'en bas. Voilà, j'étais inapte au travail, donc j'ai été foutu dehors. Et quand ma fille a eu 4 ans, elle passait d'une otite, 15 jours de répit, une otite, 15 jours de répit, une angine. Et là, on s'est dit, il y a un petit problème quelque part. Et on a fait des analyses et on s'est aperçu qu'elle était allergique à tout un tas de produits. Donc on a dit, hop, là, il y a quelque chose à faire, c'est pas normal. Et dans les années 2000, il y a les AMAP qui sont arrivés. Donc on a commencé à se préoccuper de ça. Moi, je suis rentré aussi dans la vie un peu plus militante. J'ai toujours été plus ou moins militant. Je suis rentré un peu plus dans la vie militante après le traité de Maastricht. On a fondé ce qu'on a appelé les QAL, les collectifs unitaires pour une alternative au libéralisme, qui m'ont aussi ouvert un peu des horizons voilà, côté politique, savoir qu'est-ce qu'on allait faire. Et c'était l'avènement des AMAP. Donc on a monté une AMAP avec des gens que je connaissais sur Montpellier, une des premières AMAP. Il y avait, sur une ville comme Montpellier, il y a actuellement une seule vraie AMAP, ce qui est quand même assez minable vu le bassin de population par rapport à Toulouse où il y en a nettement plus. Voilà. Donc on a monté une AMAP et puis on s'est dit, de là, il n'y a pas que ça. On a mis en place des groupements d'achat sur Montpellier. Et puis moi, j'ai rejoint l'association Marché Paysan qui a été créée en 2001, donc, qui a 20 ans cette année. Et puis, voilà, et puis de fil en aiguille, voilà, l'ancien président m'a dit « Ah ben moi j'arrête, il n'y a que toi qui peux reprendre ». Moi j'ai dit « Non, mais moi je ne veux pas reprendre, moi c'est pas… » En plus, à l'époque je travaillais, la vie de routier c'est minimum 10 heures par jour, donc en plus gérer l'association, j'ai dit « Je ne veux pas ». Et puis finalement, je me suis laissé avoir et je me suis retrouvé là. Vous vous êtes engagé. Voilà, et donc depuis je suis donc l'association Marché Paysan. Depuis que je suis là, depuis les années 2016 où j'ai vraiment repris, depuis que j'ai été viré, j'ai eu du temps à consacrer. Donc on a un peu professionnalisé, on a embauché des salariés. En tout, on a dû avoir en rotation, on a dû avoir 8 salariés à peu près qui ont tourné plus ou moins. On a travaillé sur des programmes ici avec la mairie, la métropole. J'ai parlé du mois de l'agroécologie, j'ai parlé du festival de la tomate, j'ai parlé de la grande foire de l'agriculture paysanne. On a beaucoup d'actions aussi avec les scolaires. On a des modules qu'on va proposer à la métropole qui s'appellent Marché Paysan en Seine et qui répondent aussi des programmes éducatifs. J'ai été sollicité par des élèves du lycée Joffre tout à l'heure de seconde. Pourquoi pas voilà, on a aussi, dans le cadre du mois de l'agroécologie, on avait aussi des programmes éducatifs à l'usage des consommateurs. C'est-à-dire la lecture d'un marché. Vous venez sur un marché, voilà, cet étalier-là, qu'est-ce qu'il fait? Est-ce que c'est un producteur? Est-ce que c'est un revendeur? Sur quels éléments vous vous basez pour vous faire une opinion, etc. Et essayer d'orienter, essayer de faire de l'éducation populaire autour de l'alimentation. On voit qu'il y a plein de projets, plein de choses à faire. Et c'est pas fini, c'est que le début. Voilà, c'est ça le monde nouveau. Merci beaucoup Vincent Nourigat. Est-ce que quelqu'un souhaite poser une question à Vincent Nourigat ou partager son témoignage, son parcours? Vous n'êtes pas obligé de rester dans la thématique. Voilà, on peut déborder, hein, puisqu'on n'est pas nombreux. Alors, on a peut-être tout dit. On a dit beaucoup de choses. Je ne vois pas de braquet ici, madame. On va vous apporter un micro. Alors, je tiens juste à vous préciser, vous l'avez peut-être remarqué, il y a des caméras. Donc, la séquence est filmée. On n'est pas retransmis en direct, mais ce sera sur le site internet du Monde Nouveau. Donc, voilà, juste droit à l'image. J'imagine pas de problème. Mais je voulais juste vous préciser qu'on était filmé. Voilà. Oui, bonjour. Moi, je suis
enfin, je suis issue mais de façon lointaine de l'agriculture par ma famille, même si je l'ai abandonnée depuis très longtemps. Ce que j'entends, c'est la pénibilité du travail. L'agriculture a effectivement un problème de main-d'œuvre. Comme aujourd'hui, à la sortie du Covid, on s'aperçoit que beaucoup de métiers à consonance pénible ont des problèmes de main-d'œuvre. Je pense à l'hôtellerie, par exemple, ou à la restauration, où c'est l'enfer. Et on s'aperçoit que ce n'est pas la rémunération, forcément, qui attire ces personnes vers ces métiers. Il y a vraiment, je crois, notamment pour l'agriculture, il me semble, quelque chose autour de la représentation. Il y a une représentation assez négative de l'agriculteur comme quelqu'un d'inculte, alors qu'aujourd'hui, être agriculteur, il me semble, il faut savoir jongler entre tous les produits chimiques ou pas chimiques, savoir faire des choix stratégiques. Enfin, il faut être un véritable homme d'affaires dans son petit fief local. Et il me semble qu'il y aurait de l'intérêt à, je ne sais pas ce que vous en pensez, à redorer le blason de l'agriculteur dans les représentations, parce que l'agriculteur, ce n'est pas quelqu'un d'inculte, c'est un terrien qui a le bon sens qui manque à beaucoup de personnes aujourd'hui, il me semble. Effectivement, un problème d'image et de reconnaissance. Oui, c'est pour ça que nous, on parle de... Moi, je ne parle pas d'agriculteur ni d'exploitant agricole. Pour moi, un exploitant, il exploite la terre et un paysan, il la cultive. La différence, elle est là. Nous, on est en train de remettre le terme qui était très péjoratif. Moi, quand j'étais gamin, paysan, c'était très péjoratif. Maintenant, c'est un peu une marque de noblesse. Nous, on parle nous, c'est notre réseau paysan. Moi, quand j'ai pas des agriculteurs, j'ai des paysans et j'ai des fermiers et j'ai des gens qui, voilà, c'est pas des exploitants justement. C'est des artisans de la terre. Voilà, tout à fait. Et pour cette revalorisation, bon, on a cité tout un tas de métiers qui sont pas plus. Le métier de la terre n'est pas plus difficile. Le métier de la terre, il a des avantages, il a des inconvénients et on est dehors et on a une qualité de vie aussi quand on est à l'extérieur, surtout quand on est en agroécologie, qui est voilà, le métier quand même. On a beaucoup de jeunes et les jeunes qui s'installent en agriculture, eh ben, je vous prie de croire que ce n'est pas des arriérés, c'est loin de là. C'est des gens qui ont fait des études, c'est des gens qui ont des brevets d'ingénieurs, c'est des gens qui sont quand même assez calés et c'est des gens qui lisent, c'est des gens, c'est pas des, voilà, il faut pas. Voilà, il faut pas que ça soit péjoratif. C'est fini. C'est peut-être en train de changer. Je reparle de Maxime de Rostolan parce qu'il était là hier et qu'il est assez inspirant. Mais voilà, il a créé Ferme d'avenir. Je sais pas comment il se définit. Il se définit comme militant, entrepreneur et je sais pas s'il dit paysan. Tiens, ce serait intéressant. Il est parti, on peut pas lui poser la question. mais voilà, j'ai l'impression qu'il y a quand même que c'est un petit peu en train de changer. Oui, puis c'est très. Moi, je pense que maintenant, c'est valorisant. Pourquoi on a des jeunes qui viennent s'installer ? On installe la dotation de jeunes agriculteurs. De toute façon, elle va jusqu'à 47 ans. Donc, jusqu'à 47 ans, vous êtes encore un jeune agriculteur. Voilà. Quand vous avez la dotation. Bon, nous, c'est pas forcément les gens qu'on accompagne parce que la plupart, ils sont hors aide. On installe 56% des gens qu'on installe à travers le réseau Impact. Ils sont totalement dehors des aides, à part la dotation jeunes agriculteurs, il y en a quelques-uns qui les reçoivent, mais au niveau de la PAC et tout, c'est pas eux qui vous coûtent le plus cher voilà. Vos impôts, ils partent pas chez eux, quoi. Voilà. Ils partent chez d'autres. Alors, merci. Alors, juste, je vais laisser terminer madame et puis après je vous donne la parole. J'entends bien ce que vous dites. La question, c'est comment on arrive à sensibiliser. En fait, il y a des campagnes de communication qui me sembleraient nécessaires, justement, pour pouvoir aider et faciliter cette revalorisation de la perception ou de la représentation du monde agricole, pour que ce soit encore plus attractif aussi. Alors, la solution que nous, on a à vous proposer, en tant que réseau... par exemple, on va relancer avec la métropole ce qui s'appelait le mois de l'agroécologie, qui va maintenant s'appeler les 4 saisons de l'agroécologie, qui vont avoir lieu tous les trimestres à peu près.
et sur lequel on aura 10 jours pour présenter ça. Alors, on va présenter à l'intérieur de ça, j'en ai touché un mot tout à l'heure, on va faire de l'éducation jeune public. Voilà, moi j'ai proposé, là, on avait une réunion là, mardi dernier avec la métropole justement là-dessus. Moi j'ai dit, ben, on a la piscine obligatoire pour les enfants, pourquoi on n'a pas la terre obligatoire? Voilà. Donc essayer d'avoir dans les maternelles et les écoles primaires un coin à la terre avec sur lequel les gamins vont aller apprendre la saisonnalité, apprendre comment ça pousse un légume, la temporalité, etc. Voilà. Il y a ça déjà, et voilà. On parlait tout à l'heure de l'histoire. Au sortir de la guerre, on avait 45% de la population qui était agriculteur. Vous savez à combien on en est maintenant? On en est à 2,8%. Donc le lien à travers la terre, il est considérablement distendu. À l'époque, il y a quelques années, en fait, il y a même il y a 20-30 ans, on avait plus ou moins quelqu'un de la famille qui était agriculteur. Maintenant, eh ben, étant donné qu'il n'y a plus que 2,8% de la population, non seulement qui est agriculteur, mais qui fait un métier rattaché à l'agriculture. Ce n'est pas que les fermiers, hein, c'est les ouvriers agricoles, etc. 2,8% de la population. Donc vous imaginez bien que là, on est à des lieux, y compris les politiques, de savoir ce qui se passe sur le terrain, de voir la réalité du terrain. Donc nous, notre objectif, c'est de ramener les gens vers le terrain et leur montrer les viabilités économiques de ces jeunes et les modèles qu'on défend, la viabilité économique des modèles qu'on défend. Nous, on dit qu'un maraîcher est rentable sur 1,5 hectare, à condition d'être en vente directe, à condition d'être en polyactivité. Bon, après, c'est vrai que pour le démarrage, il a besoin d'être aidé, il a besoin d'avoir des stagiaires, il a besoin quand même de profiter un peu du système, même s'il n'a pas les aides directes, bon, il a besoin des aides indirectes quand même pour lancer son activité. Bon, et tout ça, on espère arriver à faire que les gens réfléchissent un peu et dire il faut qu'on sorte de notre modèle. Et il y a aussi le bulletin de vote aussi qui est hyper important. Hein. Quand on défend quelque chose, il faut le défendre jusqu'au bout. Alors, il y avait monsieur qui voulait prendre la parole. Oui, ça marche normalement. Bonjour. Je ne suis absolument pas professionnellement s'entendant dans l'agriculture. Par contre, je suis quelqu'un qui, quand je mets les mains dans la terre, j'ai des feuilles qui poussent aux fesses. Donc c'est quelque chose qui, je ne sais d'où ça vient, mais qui m'impacte beaucoup. Et je suis très malheureux de voir les différentes directions qu'ont pris les acteurs dans ce monde-là. Et en opposition, je suis très heureux de voir qu'il y a beaucoup de gens dont vous faites partie, et les gens qui sont ici, qui commencent et qui, pour certains, ont commencé déjà depuis pas mal de temps à se bouger. Néanmoins, vous avez fait allusion tout à l'heure à votre parcours, hein, à travers l'école d'agriculture, le terme m'échappe exactement. L'école d'agriculture, votre formation... J'ai fait l'horticulture. L'horticulture, c'est voilà. Et dans lesquels on vous a asséné les schémas qui étaient valables à l'époque, dans les années 80 ou 90, le triptyque NPK. Voilà, 70. Voilà. 70, voilà, je voulais pas vous faire mal, mais bon, vous l'avez choisi vous-même. Non, mais on est jeune à 47 ans. On est jeune jusqu'à 47 ans. Et donc on vous a formé au fameux triptyque NPK, et puis ne cherche pas à savoir, bon, il faut de la surface pour pouvoir être rentable. À la sortie de la guerre, on a transformé les industries des mécaniques en industrie horticole pour la fabrication de mobilier, je dirais, destiné à travailler la terre. La question est la suivante. Quelle est aujourd'hui l'orientation que prennent les mêmes organismes qui vous ont formé dans les années 70, donc, c'est-à-dire au niveau formatif, formation plutôt, les nouveaux agriculteurs qui sortent, sont-ils toujours assénés par les mêmes savants, entre beaucoup de guillemets, qui suivent un programme éducatif qui est très rigide, qui met énormément de temps à changer, à en venir aux nouvelles donnes de ces dernières années, parce que les donnes, même si elles sont antédiluviennes, force est de constater qu'elles ont été écrasées en début du siècle par cette nouvelle vision de l'agriculture. Et
les efforts que vous faites, vous et vos confrères et toutes les personnes qui ont besoin d'autre chose, peinent à transpercer cette carapace qui a formé donc les agriculteurs comme vous, les horticulteurs comme vous, dans l'agriculture, dans la construction du matériel. Est-ce que les machines très, très sympathiques dont vous nous avez parlé, est-ce qu'elles restent à l'état d'études ou de prototypes, ou est-ce qu'il y a des gens qui fabriquent, qui s'investissent là-dedans? En un mot commençant, qu'est-ce qu'il y a de nouveau aujourd'hui? Bon, il y a plein de questions, hein, mais la formation peut-être, la formation et après le matériel. Alors la formation, effectivement, au niveau agricole, ça a un peu changé. Après, il faut savoir qu'il y a quelques années, un peu, oui, ça change petit à petit, mais bon, l'enseignement agricole, c'est quand même un grand monolithe. Quand j'étais au lycée agricole, moi, on nous a obligés à porter la blouse. Voilà, parce que moi, de toute façon, je sais que c'était un peu à cause de moi, parce que ma tenue vestimentaire ne correspondait pas, donc on nous a obligés à porter la blouse. Vous imaginez dans quel état d'esprit on était dans cette éducation rigoriste, familiale, paternaliste, etc. Voilà, on n'était pas là pour faire des vagues, on était là pour apprendre et être des bons petits soldats. Donc ce que je n'ai jamais été. Bon, je dois l'avouer. Bon. J'ai toujours été un peu trublion. Donc on arrive un peu à évoluer. On a travaillé par exemple ce que je vous ai cité sur la grande foire de l'agriculture paysanne. On a travaillé avec le lycée agricole de Gignac, qui est un lycée privé. Bon, là, pour cause Covid en 2020, on n'a pas pu reproduire ça. Et puis pour le moment, on n'a pas trop repris de contact. Mais moi, mon ambition, c'est de travailler avec les lycées agricoles de la région, c'est-à-dire partir de Bonne-Terre, Rodilhan, etc., faire un réseau et faire justement dans le cadre... on a posé aussi avec le réseau Semeurs de Jardin, dont on a parlé ici aussi, la base d'une fête de l'agroécologie, puisqu'on ne voyait rien venir du côté de la métropole. Donc on les a un peu poussés et on a dit, ben voilà, on va faire la fête de l'agroécologie. Donc moi j'avais proposé que ça dure pendant une semaine et qu'un des temps forts, ça soit la grande foire de l'agriculture paysanne, et qu'ici on puisse mettre en place des conférences, des visites de ferme, des actions éducatives avec les élèves, des actions dans les lycées, agropolis, etc. Voilà. On est quand même un petit peu sollicité. J'ai fait plusieurs interventions dans les CFPPA, à Montpellier et à Pézenas. Alors CFPPA, c'est Centre de formation professionnelle agricole. Donc, les temps changent quand même, là. Les temps changent et bon, on espère que. Mais après, à titre, enfin pour avoir la base, pour savoir de quoi on parle, il y a quelques années, l'INRA, la recherche en bio, c'était 4,5% du budget de l'INRA. Donc voilà, au niveau des recherches, vous imaginez bien que c'est pas. L'INRA faisait plutôt de la recherche sur des choses qui rapportent financièrement, et ça, bon, ça ne rapporte pas beaucoup. À 14h, on avait une rencontre inspirante avec Laurent Torregrosa, qui est chercheur ici à Supagro, et qui travaille sur l'adaptation de la vigne au changement climatique. Donc on parlait viticulture, et lui, c'était un chercheur heureux, parce que lui, il disait qu'effectivement, pour le domaine de la viticulture, il y a des tels enjeux économiques, évidemment, des tels enjeux d'évolution des cultures avec les problèmes de sécheresse, etc., que eux avaient beaucoup de fonds, notamment la région Occitanie, etc., et que donc lui, c'était un chercheur heureux. Lui, il avait l'air d'avoir du budget, etc., mais peut-être que c'est pas le cas de tous les... Tout ça, c'est une question de moyens. Vous savez quel est le plus gros vignoble en bio? C'est Vergès. C'est autour de Vergès, parce qu'il y a le périmètre de protection de la source, et c'est des intérêts privés, et là, il y a beaucoup d'argent, et donc c'est Vergès qui paye pour les gens, qui aident les gens à passer en conversion bio. Voilà, comme quoi, quand on veut, ben on peut. Il suffit de s'en donner les moyens. Donc, pas compliqué. Et alors, juste pour conclure, il y avait une deuxième question sur ces machines agricoles dont vous avez parlé. Voilà. Est-ce que c'est fabriqué? Est-ce que ça existe? Ah non. Ben, non, c'est... Ben, quand on vous les présente comme ça, vous dites que c'est un gadget. Après, il faut aller discuter avec les gens qui les utilisent. Voilà. Non, mais je comprends ce que vous faites. Non, plutôt, est-ce que c'est réel, quoi? Est-ce qu'ils existent vraiment? Mais l'atelier paysan n'a pas vocation à à commercialiser des machines. L'atelier paysan, c'est un atelier coopératif
participatif, où les gens viennent, c'est comme les logiciels libres, voilà, les gens viennent et mettent leurs pattes dans le... Voilà, c'est dans cet objectif-là que c'est construit. Tout le matériel que vous avez un attelage rapide pour les tracteurs là, avec un triangle qui est hyper bien foutu, très simple et très facile à faire, qui n'est pas breveté. Donc vous pouvez, voilà, vous avez envie de construire ce matériel. Je vous dis, les plans sont en chargement libre. Vous allez sur l'atelier paysan, vous trouvez des plans. C'est de l'open data. Voilà, l'open data complètement, et c'est de la, voilà, c'est de la recherche participative en fait. C'est de la, voilà, c'est de la et collaborative. Voilà. Alors, on a dépassé le temps, mais voilà, les échanges sont intéressants. Je ne sais pas si quelqu'un a encore une question. Je voudrais frustrer personne. Sinon, on peut continuer après les échanges en bilatéral. Mais écoutez, merci beaucoup à tous. Merci beaucoup Vincent Nouriga. Merci de l'accueil. C'était passionnant. Et, voilà. Et puis merci pour vos questions pointues sur le sujet. Merci pour votre écoute. Bonne fin de soirée. On a fini ici, mais on se retrouve demain. Demain, on va parler, j'ai plus le programme, je sais si, on va parler économie circulaire, tourisme durable et transport durable. Voilà. Merci à vous. Bonne soirée.